tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures que j'ai faites durant le mois d'avril. Il y a quand même 6 romans et 5 mangas, donc on va commencer sans plus tarder. J'ai commencé le mois avec Let the Storm Break de Shannon Messenger, qui est le deuxième tome de Let the Sky Fall aux éditions Lumen. Donc dans ce deuxième tome, on retrouve Vayne et Audra, nos deux protagonistes, qui sont des sylphes, c'est-à-dire des personnes qui peuvent contrôler les vents. Vayne, c'est le dernier sylphe de l'Ouest, c'est-à-dire que c'est le seul qui peut parler au vent de l'Ouest. Et Raiden est l'ennemi juré de ces deux personnes et de tous les sylphes en fait. Il veut s'approprier ce dernier pouvoir qui lui permettra d'avoir les pleins pouvoirs. Dans le premier tome, Vayne était entraîné par Audra puisque Vayne venait justement d'apprendre qu'il n'était pas un être humain. Elle lui a appris en fait comment dompter son pouvoir. Dans ce deuxième tome, on retrouve ces deux personnages séparés. On a un point de vue de Vayne, un point de vue d'Audra qui s'alternent, comme dans le premier tome d'ailleurs. Mais là du coup on a deux histoires un petit peu différentes qu'on a dans deux endroits différents. Et donc on arrive un petit peu à en apprendre plus sur des personnages secondaires comme la mère d'Audra et Raiden, donc leur ennemi juré. On retrouve bien évidemment la relation qu'entretiennent Vayne et Audra, une relation assez un petit peu interdite, mais vraiment fusionnelle entre deux. Bien qu'ils ne soient presque jamais ensemble, on voit toujours ce lien qui les unit, ils n'arrêtent pas de penser l'un à l'autre, donc ça fait un petit peu comme s'ils étaient ensemble. On retrouve toujours les caractères assez forts des deux personnages. Audra qui est assez têtue et très courageuse, qui n'hésite pas à aller au-devant des dangers, et Vayne qui lui, même si au premier tome il avait pas vraiment confiance en ses pouvoirs, là dans ce deuxième tome il s'affirme un petit peu plus. Le seul petit point je trouve c'est l'aspect fantastique en fait, que j'arrive pas en fait à m'approprier cet univers où ce côté voilà, que les vents sont quasiment des êtres qui vivent. J'ai préféré quand même ce deuxième tome au premier puisqu'à la fin on a la fameuse bataille. Dans le premier tome on avait aussi une bataille, mais j'avais l'impression que tout au long du roman on nous disait oui ça va être la bataille du siècle, tout le monde va mourir, tout ça. Et finalement ça s'est terminé assez rapidement. Dans ce deuxième tome on a quand même une bataille assez sanglante on va dire. Donc j'étais plutôt satisfaite de cette fin et de la fin en elle-même, c'est-à-dire où vraiment les dernières pages, ça m'a donné vraiment envie de lire le dernier tome et j'ai mis 7,5 sur 10 à ce livre. J'ai ensuite continué avec Je t'ai rêvé de Francesca Zappia aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Dans cette histoire on suit une jeune fille qui s'appelle Alex, qui est schizophrène. Elle va rencontrer Miles qui est un jeune garçon qu'elle a l'impression d'avoir déjà vu quand elle était petite. Elle va commencer à lui parler, à discuter avec lui. Ça va être une relation assez compliquée au début parce que Miles c'est un personnage vraiment très très bizarre. Tout le monde a peur de lui, que ce soit les élèves ou même les profs. Alex se balade en fait dans le lycée avec son appareil photo et elle prend des photos au moment où en fait elle a l'impression que ce n'est pas vrai ce qu'elle voit. Pour que quand elle verra les photos chez elle, et ben normalement si ça a été photographié c'est que c'est la réalité et elle se rendra compte du coup de s'il y a des choses qui disparaissent ou pas entre temps. C'est ce qui permet de combattre sa schizophrénie. Bien sûr c'est un secret et personne ne doit savoir qu'elle est atteinte de schizophrénie. Le principal vénère un tableau pour les scores, vous voyez là sur les terrains de hand par exemple ou de basket il y a les tableaux de score et il vénère ce tableau là, on comprend pas trop pourquoi. Voilà, Miles qui est un personnage très bizarre, qui est méchant avec tout le monde, il a du mal avec les relations humaines et du coup il se comporte très bizarrement avec les gens. Donc voilà, entre ce qui est vraiment bizarre, ce qui existe dans la réalité mais qui est bizarre et ce que Alex ressent, là on se demande vraiment si c'est l'histoire qui est bizarre ou si c'est Alex qui le voit bizarre mais qu'en vérité c'est pas vrai, enfin voilà. Je pense que tout ce que je vous ai dit depuis le début ça vous a embrouillé, mais c'est pour vous dire comment moi je l'ai ressenti. Et finalement j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. Donc je m'attendais pas à ça, mais j'étais plutôt, j'avais plutôt peur en démarrant le livre et finalement je ressors plutôt contente. Le livre était vraiment atypique et je vous le conseille si vous cherchez un petit peu quelque chose de bizarre, un petit peu dérangeant en fait. Un livre qui va un petit peu vous laisser dubitatif et un petit peu, vous saurez pas trop où vous en êtes à la fin de la lecture, voilà. Donc je lui ai mis 8 sur 10. J'ai ensuite lu Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse, donc ça c'est la version offerte parce que j'avais acheté de PKG mais bon on s'en fiche. Donc je pense que vous connaissez tous les chroniques lunaires mais je vais vous raconter rapidement l'histoire. Donc on est dans le futur, on est à Néo-Beijing donc qui est la capitale de la Chine du futur et c'est un petit peu la capitale du monde en gros. Ce pays est dirigé par Kai, donc un prince.
Et son père va bientôt mourir, le roi donc va bientôt mourir de la létumose, qui est une maladie qui est incurable et qui touche vraiment beaucoup de monde et qui est vraiment foudroyante. Cinder est le personnage principal, c'est une mécanicienne très réputée dans le pays. C'est une cyborg aussi, c'est-à-dire qu'elle a des parties de son corps qui sont en métal. L'histoire démarre alors que Cinder est à son atelier, elle est en train de réparer quelques petits trucs, quelques objets technologiques et le prince Sky va arriver et va lui donner un androïde. Il lui dit que c'est un androïde auquel il tient beaucoup et qu'il aimerait beaucoup qu'elle répare assez rapidement pour pouvoir s'en resservir. Et pourquoi le prince Sky est là? Pourquoi est-ce qu'il a fait appel à elle? Il y a tout de suite un courant qui passe entre deux, donc on sait forcément ce qui va se passer. J'ai vraiment adoré ma lecture, mais c'était pas un coup de cœur parce que malheureusement j'ai découvert la révélation finale. Mais j'ai vraiment adoré quand même ma lecture parce que j'étais avide de savoir la suite. Et l'intrigue est très bien menée, on a plusieurs choses qui s'entremêlent, notamment une histoire aussi de pouvoir avec une méchante reine, la reine des lunaires, qui s'appelle Levana. On a aussi donc l'histoire de Cinder, qui est cette jeune fille un petit peu crasseuse, un petit peu miteuse, qui fait un travail pas du tout glamour, et pourtant Kai va s'intéresser à elle. Pour tout ce qui est des petites allusions à Cendrillon, il y a notamment le bal, la robe, la belle-mère acariâtre, le pied avec la chaussure. Donc voilà, en gros, il y a pas mal d'allusions et j'ai trouvé ça super intéressant. Et en plus, c'est pas des allusions qui sont tirées vraiment de Cendrillon, mais on va dire que c'est dans le flot d'informations, dans le flot de l'intrigue, et ça s'intègre super bien. Il y a encore beaucoup de questions qui sont irrésolues, beaucoup de points d'interrogation, et j'ai vraiment super hâte de lire la suite. Ici, comme je vous l'avais dit, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment pas loin, ça l'a frôlé. Et je lui ai mis 9,5 sur 10. Ensuite, j'ai lu une super lecture encore qui a été un coup de cœur, c'est L'été des secondes chances de Morgane Matson aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Je vous ferai une vidéo review de cette histoire parce que je l'ai vraiment adorée. J'ai été vraiment touchée. J'ai pleuré plusieurs fois, je me suis super attachée à Taylor, donc le personnage principal. Donc je vais essayer de pas trop m'étendre ici pour vous réserver tous les détails et tout ça dans ma vidéo review que je posterai d'ici quelques semaines je pense. On suit Taylor, une jeune fille qui passe tous ses étés à Lake Phoenix dans sa maison de vacances avec sa famille et elle a rencontré là-bas Lucy, donc qui est devenue sa meilleure amie, et Henry qui a été son premier amour à l'été de ses 12 ans. Malheureusement, suite à des choses de sa vie quotidienne, avec sa famille, elle a dû arrêter d'aller là-bas et elle a complètement abandonné en fait Lucy et Henry. Elle leur a jamais donné d'explication, elle leur a jamais reparlé depuis. Ça fait 5 ans qu'ils ne se parlent plus et pour l'été de ses 17 ans en fait, son père a décidé, enfin le père donc de Taylor, a décidé de retourner à Lake Phoenix parce qu'il est malade, il a un cancer et le médecin leur a précisé que il n'allait pas vivre encore bien longtemps et qu'il ne survivrait pas après l'été très certainement. Donc son père a demandé à ce qu'ils passent leur dernier été en famille à Lake Phoenix pour se reposer et pour passer du bon temps tous ensemble. Déjà d'après le résumé, on sent que ça va être assez tragique, assez dramatique cette histoire, que ça va pas être tout beau tout rose. Et malgré le fait voilà, qu'on ait cette histoire de maladie et qu'on sait que ça va finir mal, c'est pas pour autant qu'on a envie de pleurer tout au long du livre. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur arrivait à mêler à la fois ce qui était du présent et ce qui était du passé pour qu'on comprenne le lien qu'il y avait entre les deux. Il y avait autant en fait l'histoire d'amitié que l'histoire d'amour et que l'histoire de son père en fait. C'était vraiment très bien dosé, j'ai trouvé. L'aspect familial était bien retranscrit, l'aspect amical et amoureux aussi. J'avançais au fil des pages en même temps que Taylor, à savoir, et je me demandais tout le temps si Lucy allait lui pardonner, si Henry allait lui pardonner ce qu'elle avait fait. Et voilà, j'étais vraiment dans le même état d'esprit que Taylor. C'est un personnage auquel je me suis beaucoup identifiée. Il y a vraiment tout en fait pour faire un bon contemporain. Et même les gens qui n'aiment pas les contemporains, je pense que vous serez quand même touchés par cette histoire. Donc bien sûr, pas besoin de vous dire que ça a été un 10 sur 10 vu que c'était un coup de cœur. Et je vous conseille encore à 100% cette histoire. J'ai ensuite lu Les Insoumis d'Alexandra Bracken, le tome 1 aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse toujours. Dans ce livre on suit Ruby, une petite fille de 10 ans qui vient de se faire interner dans un camp pour jeunes qui ont des pouvoirs psychiques. Dans cette société en fait, dans ce monde-là, une grande partie des jeunes ont été tués par un virus
Et ceux qui ont survécu ont des pouvoirs psychiques. Et les jeunes sont classés dans différentes couleurs suivant leurs pouvoirs, vert, bleu, jaune, orange et rouge. Ruby, donc elle a 10 ans, elle se fait interner dans un camp et elle vit un vrai calvaire, c'est vraiment horrible. En tout cas, un beau jour de ses 16 ans, elle va avoir par hasard la chance de s'enfuir. Elle va découvrir un monde complètement dévasté, il n'y a plus personne, tout le monde se terre chez eux. On aurait dit qu'il y avait l'apocalypse. Et elle va fuir puisque les gens bien sûr vont partir à ses trousses pour aller la remettre dans un camp. Le problème que j'ai eu avec ce livre, c'était le personnage principal, tout du moins durant la première partie, puisque dans la deuxième partie, elle s'affirme beaucoup plus et elle se montre beaucoup plus courageuse. Dans la première partie, elle essaye de faire profil bas, ça a été ça pendant 6 ans en fait de sa vie. On passe bien sûr les 6 ans de sa vie, en fait on a vraiment le tout début lorsqu'elle a été internée à 10 ans, et puis on saute directement après à ses 16 ans. La partie des camps dure très très peu de temps. Et la fuite prend une bonne partie du roman, je dirais la moitié environ. Cette fuite, ça n'a pas été le meilleur moment du roman pour moi. Je me suis plutôt un petit peu ennuyée et je me sentais pas vraiment à l'aise parce que les personnages n'arrêtaient pas de fuir. Et Ruby était vraiment un personnage assez énervant parce qu'en plus elle parle jamais, elle est complètement effacée. Dans la deuxième partie, on en apprend beaucoup plus sur les pouvoirs. On sait un petit peu chaque personnage, qu'est-ce qu'ils ont comme type de pouvoir. Et l'héroïne commence à apprendre à contrôler son pouvoir. Ensuite, pour ce qui est de la fin, ça m'a plutôt donné envie de lire la suite finalement. Parce que l'héroïne fait un choix auquel je ne m'attendais pas. En plus, j'ai pas mal de questions en fait concernant la résistance, puisque comme dans beaucoup d'histoires de ce type-là, il y a une sorte de résistance qui s'oppose au gouvernement. Et on nous en parle très très brièvement, mais on ne sait pas ce qu'elle fait vraiment, cette résistance. Donc je pense qu'on en saura plus dans le deuxième tome. Et voilà, j'ai mis 7 à ce livre. Ensuite, j'ai lu le troisième tome, Accomplissement des étoiles de noces Aide, de Sophie Jomain aux éditions, j'ai lu. Le deuxième tome m'avait laissé vraiment sur ma faim. On en apprend du coup beaucoup plus sur les anges noirs, donc qui sont des vampires. Et en fait peu sur les loups-garous, mais en même temps durant les 2 premiers tomes on apprenait quand même pas mal de choses sur les loups-garous, sachant que Lace, son petit copain, est un loup-garou. Finalement, l'héroïne avait un dilemme. Elle devait faire un choix assez difficile et finalement à la fin un choix s'est imposé à elle et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de la part de l'auteur de faire quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Moi ça m'a plutôt plu. J'ai les 2 tomes suivants, donc les 2 derniers dans ma palle, et je pense sortir le 4 assez vite. J'ai mis 9 sur 10 à ce livre. On va passer maintenant à la partie manga. J'ai lu tout d'abord Oni le tome 6 de Amumeguro aux éditions Soleil Manga. J'ai beaucoup apprécié ce 6ème tome parce qu'il est un petit peu différent de ce qu'il y avait avant. On suit toujours Nao et Onise qui sont 2 jeunes gens qui sont super amoureux et qui sont super mignons ensemble. Sauf que là on va rencontrer un frère et une sœur. Donc voilà, on voit le frère ici, donc le blond ici, et une sœur qui sont vraiment très différents l'un de l'autre. La sœur est vraiment mignonne, comme tout, elle est toute choupinette. Ce que j'ai surtout adoré, c'est de voir la rencontre de Nao, enfin la rencontre Nao-Onise qu'il y avait au tout début du premier tome, du point de vue d'Onise, puisque dans le premier tome on voyait du point de vue de Nao. Onise était dans la rue, il pleuvait, il avait la tête ensanglantée, et Nao lui avait donné son parapluie et des pansements, et elle était vite partie parce qu'elle avait peur de lui, mais en même temps elle voulait le protéger. Et du coup là on a le point de vue d'Onise sur cette rencontre là, et j'ai toujours autant de plaisir à lire cette série. J'ai ensuite lu le tome 7 de Please Love Me d'Ayana Akara aux éditions Delcourt Tonkam. J'avais super hâte de lire ce tome-ci parce que le 6ème tome m'avait laissé sur ma faim en fait. Il y avait une super grosse... comment dire, j'avais une super grosse attente sur ce tome, et finalement l'autre... Enfin, j'attendais quelque chose d'autre, mais finalement ça m'étonne pas d'Ayana Akara parce que ça aurait été sinon trop simple en fait. J'aimerais bien qu'il y ait plus de relations entre Kurosawa et Michiko. En fait, ils se comportent un petit peu comme 2 ados qui se cherchent et ils se titillent un petit peu tout le temps. Donc voilà, c'est un petit peu comme dans Lovely Complex finalement, le couple Otani-Risa, si vous avez lu cette série. Ce qui va se passer finalement dans ce tome 6, c'est que Kurosawa, qui est le gérant d'un restaurant, va finalement devoir mettre la clé sous la porte alors que c'est un restaurant auquel il tenait énormément. J'ai trouvé que c'était plutôt sympathique comme d'habitude.
Maintenant je vais passer aux deux séries que j'ai commencé ce mois-ci. Donc il y a Moving Forward de Nagamu Nanaji aux éditions Akata. J'ai déjà fait une vidéo présentation donc je vous la mets dans le petit i. On suit Kuko qui est une jeune fille qui sourit tout le temps, qui a toujours la joie de vivre, sauf que finalement elle a au fond d'elle-même un désespoir, enfin une... comment dire, elle se sent pas bien en fait, mais elle essaye de pas le montrer. Elle va rencontrer deux garçons, donc elle va rencontrer ce personnage-ci, donc je ne sais même pas si on connaît son nom, bref, qui vient juste d'emménager à Kobe, et il déteste cette ville déjà, on comprend pas trop ce qu'il fait là. Pourquoi est-ce qu'il est là s'il déteste cette ville? Voilà, c'est vraiment un mystère encore. Et on a Ota qui est un jeune homme qui est étudiant en art. Et lui aussi est un grand mystère pour Kuko. Et Kuko se demande comment ces deux personnages arrivent à voir qu'elle est mal alors que personne ne s'en rend compte. Je m'attendais franchement à quelque chose d'autre du premier tome puisqu'on nous disait que Kuko était super contente et finalement elle avait un mal-être. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus profond du premier tome et finalement c'était plutôt assez plat on va dire. On fait la connaissance en fait tout simplement avec les personnages, j'ai trouvé que c'était plutôt une introduction. Et pour le deuxième tome par contre je l'ai beaucoup plus apprécié, je vous en ai pas parlé dans ma vidéo présentation, du coup vous allez, si vous l'avez vu ou si vous allez la voir vous verrez que j'avais pas vraiment envie de la continuer et finalement avec le deuxième tome on en découvre un petit peu plus et il m'a fait pleurer quand même ce deuxième tome parce que on découvre un petit peu le pourquoi du comment Kuko est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle se sent mal, pourquoi est-ce qu'elle est obligée de sourire tout le temps. Et je pense que ça va aller un petit peu crescendo au fil des tomes. Kuko va peut-être un petit peu plus montrer ses sentiments, être un petit peu plus elle-même. Pour le moment je vous conseille pas ou je vous déconseille pas cette série, ça dépend ce que vous recherchez. Pour le moment j'ai pas vraiment d'avis super précis dessus parce que j'attends quand même d'être un petit peu plus loin dans la série parce que elle démarre assez lentement et je pense que ça va aller progressivement crescendo. Donc on verra bien ce que ça donne dans la suite. La dernière série, donc, le dernier manga que j'ai à vous présenter, c'est le tome 1 de Cœur de Hérisson de Naoi Inachi aux éditions Kazé. J'ai toujours pas fait la vidéo présentation, mais elle va être postée normalement la semaine prochaine. On suit dans cette série un jeune garçon qui s'appelle Ozuki, qui est un petit peu bagarreur et qui fait peur à tout le monde. Et de l'autre côté, on a Ki, qui est une jeune fille qui est vraiment gentille avec tout le monde, qui s'entend bien avec tout le monde. Elle va rencontrer... Ozuki est dans sa classe, mais elle lui a jamais vraiment parlé. Et elle s'est jamais vraiment rendu compte, en fait, qu'il était seul. Dès les premières pages, elle va lui adresser la parole, elle va se rendre compte qu'il n'est pas si méchant qu'il n'en a l'air. Et c'est surtout, en fait, qu'il ne sait pas comment se comporter avec les gens, il a du mal avec les relations humaines. Et donc c'est pour ça qu'il se montre assez froid. Dans ce premier tome, c'est surtout une sorte d'amitié qui va s'installer, même si on sent déjà que Ki est attaché à Ozuki. C'est vraiment un rapprochement lent et qui prend son temps. Cette série est terminée en 5 tomes, donc elle est très courte. Et je pense que du coup ça va être un concentré de mignonnerie et de personnages attachants. Et je suis très impatiente de lire la suite. Donc voilà les livres que j'ai lus durant le mois d'avril et j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me conseiller des mangas ou des romans en commentaire puisque ça me fait toujours plaisir et comme ça je pourrais me pencher sur d'autres histoires qui pourraient être intéressantes, qui vous ont plu et qui pourraient me plaire. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!